France Culture, bienvenue à tous, il est 17h. Bonjour à tous. Victor Hugo, Jules Verne, Madame de La Fayette, Apollinaire ou encore Molière. Je vous propose d'entendre des grands classiques de la littérature française, des textes de notre patrimoine littéraire, lus dans la voix de grands comédiens pour en français dans le texte. Des œuvres au programme du baccalauréat, analysées avec le savant concours des professeurs de l'éducation nationale. Aujourd'hui, écoutez, puis analysons ensemble un extrait de Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, avec des lectures d'Elsa Le Poivre de la Comédie Française. Autour de 17h30, jouez avec nous et avec le dessinateur et scénariste de bande dessinée Emmanuel Guibert. En français dans le texte, continue en effet avec la grande dictée de Rachid Santaki, du côté de Baudelaire ce soir. Puis l'anagramme de fin de l'ami Étienne Klein, le jeu de mots de notre malicieux physicien, à écouter sur France Culture, bien sûr. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Interrogé un jour sur l'influence de Mémoires d'Adrien sur son œuvre, le romancier américain Gore Vidal, auteur de Mémoires apocryphes de l'empereur Julien, rejette totalement la comparaison, reprochant à Yourcenar d'avoir fait toutes les erreurs possibles pour un roman historique, ce sont ses mots, en calquant la subjectivité de l'empereur sur la sienne, en prêtant par exemple ses propres réflexions à Adrien sur le futur empire britannique. Mais ce n'est pas comprendre que l'ambition de Marguerite Yourcenar n'est pas du tout de faire œuvre d'historien. Grossièreté de ceux qui vous disent « Adrien, c'est vous ». Marguerite Yourcenar n'avait pas attendu pour répondre à ces critiques. Elle expliquait d'ailleurs sa démarche dans les carnets de notes de Mémoires d'Adrien, répondant à la question de la reconstruction du monument à sa manière. L'extrait choisi fait écho à cette question du personnage, puisque dès le début du chapitre est soulignée sa théâtralité. Ainsi, le long monologue d'Adrien commence par la citation d'un célèbre vers de Corneille « Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je suis ». Marguerite Yourcenar a conçu le projet de ce livre en 1924. Fascinée par cet homme, elle décide après une visite de la villa Adriana avec son père de se faire archéologue du dedans, comme elle le dira. Après bien des années d'hésitation, elle redécouvre son manuscrit dans une vieille malle en 1948. Depuis ce moment, écrit-elle, il ne fut plus question que de réécrire ce livre coûte que coûte. Près de 20 siècles après la mort d'Adrien, il est d'une brûlante actualité. Ces constantes références d'Adrien à l'éternité rappellent la formule de Paul Valéry « Nous autres, civilisation, nous savons maintenant que nous sommes mortels ». Plus violent encore que la crise économique et morale de 1919, les bouleversements de la Seconde Guerre jettent une lumière nouvelle sur la figure d'Adrien, désormais figure politique, alors que Yourcenar avait à l'origine été séduite par l'esthète bâtisseur et aussi par ses amours. Si cet homme n'avait pas maintenu la paix du monde et rénové l'économie de l'Empire, ses bonheurs et ses malheurs m'intéresseraient moins, finira-t-elle par confesser. Alors, quelle fidélité de ses mémoires à la réalité ? Trimalchion et Néron sont morts. Cette phrase montre que fable et histoire cohabitent dans le texte, puisque sont juxtaposés le 5e empereur de Rome et le richissime affranchi qui donne un festin dans le Satyricon. Yourcenar a ainsi mêlé à ce monologue fictif des faits historiques, des vestiges, par exemple le mur d'Adrien, des œuvres réellement composées par l'empereur ou encore l'existence même d'une autobiographie destinée à son successeur. De même, sa connaissance de la Grèce n'est pas une invention de l'auteur. Adrien se raconte, j'ai reconstruit, j'ai effectué, j'ai veillé à ce que, j'ai défendu que, etc. À l'image d'un empereur bâtisseur qui est toujours demeuré maître de ses décisions. Grossièreté de ceux qui vous disent « Adrien, c'est vous, souvenez-vous ». Grossièreté peut-être aussi de ceux qui s'étonnent qu'on ait choisi un sujet si lointain et si étranger, écrit Marguerite Yourcenar dans ses carnets. Elle insiste sur la proximité entre le jeu scripteur du IIe siècle et l'humanité tout entière et aussi notre propre époque contemporaine. Mais en quoi, quel parallèle l'auteur fait-elle entre le IIe siècle, après Jésus-Christ, et le XXe siècle d'où elle nous parle ?
Je suis capable d'imaginer des formes de servitude pires que les nôtres, servitude de l'esprit, horrible état qui met l'homme à la merci d'un autre, peut-on lire. Yourcenar souligne nos insuffisances et critique toutes les dérives du XXe siècle, comme le taylorisme par exemple, qui transforme les hommes en machines, ou toutes les formes d'esclavage moderne. Les aspirations et les actions de l'empereur Adrien, en faveur de la justice et du droit, réflexion sur la loi juste par exemple, ni trop compliquée ni trop dure, sont universelle. Continuons. Et qu'est-ce que l'immortalité à laquelle Adrien aspire pour son empire? Quelque chose comme perpétuer le passé et en même temps revivre. Marguerite Yourcenar croit au pouvoir incantatoire des mots. Il suffit de les prononcer pour immortaliser Rome. Dans la dernière section du volume, Adrien commente: vu par lui, l'aventure de mon existence s'organise comme un poème. Ce livre est en fait un tombeau littéraire, le tombeau d'Adrien. Aujourd'hui, c'est la comédienne Elsa Le Poivre de la Comédie Française qui nous ouvre la porte de ses mémoires, celle de l'empereur Adrien, rédigée par l'une des grandes plumes de la littérature française, Marguerite Yourcenar. Extrait tout de suite, vous vous installez, vous écoutez, et on se retrouve juste après pour analyser ce texte ensemble. Rome n'est plus dans Rome. Elle doit périr ou s'égaler désormais à la moitié du monde. Ces toits, ces terrasses, ces îlots de maisons que le soleil couchant dore d'un si beau rose ne sont plus, comme au temps de nos rois, craintivement entourés de remparts. J'ai reconstruit moi-même une bonne partie de ceux-ci, le long des forêts germaniques et sur les landes bretonnes. Chaque fois que j'ai regardé de loin, au détour de quelques routes ensoleillées, une acropole grecque et sa ville parfaite comme une fleur, reliée à sa colline comme le calice à sa tige, je sentais que cette plante incomparable était limitée par sa perfection même, accomplie sur un point de l'espace et dans un segment du temps. Sa seule chance d'expansion, comme celle des plantes, était sa graine, la semence d'idées dont la graisse a fécondé le monde. Mais Rome, plus lourde, plus informe, plus vaguement étalée dans sa plaine au bord de son fleuve, s'organisait vers des développements plus vastes. La cité est devenue l'État. J'aurais voulu que l'État s'élargît encore, devint ordre du monde, ordre des choses. Des vertus qui suffisaient pour la petite ville des 7 collines auraient à s'assouplir, à se diversifier pour convenir à toute la terre. Rome, que j'osais le premier qualifier d'éternelle, s'assimilerait de plus en plus aux déesses mères des cultes d'Asie, progénitrices des jeunes hommes et des moissons, serrant contre son sein des lions et des ruches d'abeilles. Mais toute création humaine qui prétend à l'éternité doit s'adapter au rythme changeant des grands objets naturels, s'accorder au temps des astres. Notre Rome n'est plus la bourgade pastorale du vieil Évandre, grosse d'un avenir qui est déjà en partie passé. La Rome de proie de la République a rempli son rôle. La folle capitale des premiers Césars tend d'elle-même à s'assagir. D'autres Roms viendront, dont j'imagine mal le visage, mais que j'aurais contribué à former. Quand je visitais les villes antiques, saintes mais révolues, sans valeur présente pour la race humaine, je me promettais d'éviter à ma Rome ce destin pétrifié d'une Thèbes, d'une Babylone ou d'une Tyr. Elle échapperait à son corps de pierre. Elle se composerait du mot d'État, du mot de citoyenneté, du mot de république, une plus sûre immortalité. Dans les pays encore incultes, sur les bords du Rhin, du Danube ou de la mer des Bataves, chaque village défendu par une palissade de pieux me rappelait la hutte de roseaux, le tas de fumier où nos jumeaux romains dormaient, gorgés de lait de louve. Ces métropoles futures reproduiraient Rome. Au corps physique des nations et des races, aux accidents de la géographie et de l'histoire, aux exigences disparates des dieux ou des ancêtres, nous aurions à jamais superposé, mais sans rien détruire, l'unité d'une conduite humaine, l'empirisme d'une expérience sage. Rome se perpétuerait dans la moindre petite ville où des magistrats s'efforcent de vérifier les poids des marchands, de nettoyer et d'éclairer leurs rues, de s'opposer au désordre, à l'incurie, à la peur, à l'injustice, de réinterpréter raisonnablement les lois. Elle ne périrait qu'avec la dernière cité des hommes. Humanitas, felicitas, libertas. Ces beaux mots qui figurent sur les monnaies de mon règne, je ne les ai pas inventés. N'importe quel philosophe grec, presque tout Romain cultivé se propose du monde la même image que moi. Mis en présence d'une loi injuste, parce que trop rigoureuse, j'ai entendu Trajan s'écrier que son exécution ne répondait plus à l'esprit des temps. Mais cet esprit des temps,
J'aurais peut-être été le premier à y subordonner consciemment tous mes actes, à en faire autre chose que le rêve fumeux d'un philosophe ou l'aspiration un peu vague d'un bon prince. Et je remerciais les dieux, puisqu'ils m'avaient accordé de vivre à une époque où la tâche qui m'était échue consistait à réorganiser prudemment un monde, et non à extraire du chaos une matière encore informe, ou à se coucher sur un cadavre pour essayer de le ressusciter. Je me félicitais que notre passé fût assez long pour nous fournir d'exemples, et pas assez lourd pour nous en écraser. Que le développement de nos techniques fût arrivé à ce point où il facilitait l'hygiène des villes, la prospérité des peuples, et pas à cet excès où il risquerait d'encombrer l'homme d'acquisitions inutiles. Que nos arts, arbres un peu lassés par l'abondance de leurs dons, fussent encore capables de quelques fruits délicieux. Je me réjouissais que nos religions vagues et vénérables, décantées de toute intransigeance et de tout rite farouche, nous associassent mystérieusement aux songes les plus antiques de l'homme et de la terre, mais sans nous interdire une explication laïque des faits, une vue rationnelle de la conduite humaine. Il me plaisait enfin que ces mots mêmes d'humanité, de liberté, de bonheur, n'eussent pas encore été dévalués par trop d'applications ridicules. Je vois une objection à tout effort pour améliorer la condition humaine, c'est que les hommes en sont peut-être indignes. Mais je l'écarte sans peine. Tant que le rêve de Caligula restera irréalisable et que le genre humain tout entier ne se réduira pas à une seule tête offerte au couteau, nous aurons à le tolérer, à le contenir, à l'utiliser pour nos fins. Notre intérêt, bien entendu, sera de le servir. Mon procédé se basait sur une série d'observations faites de longue date sur moi-même. Toute explication lucide m'a toujours convaincu. Toute politesse m'a conquis. Tout bonheur m'a presque toujours rendu sage. Et je n'écoutais que d'une oreille les gens bien intentionnés qui disent que le bonheur énerve, que la liberté amollit, que l'humanité corrompt ceux sur lesquels elle s'exerce. Il se peut. Mais dans l'état habituel du monde, c'est refuser de nourrir convenablement un homme émacié de peur que dans quelques années il lui arrive de souffrir de pléthore. Quand on aura allégé le plus possible les servitudes inutiles, évité les malheurs non nécessaires, il restera toujours, pour tenir en haleine les vertus héroïques de l'homme, la longue série des maux véritables, la mort, la vieillesse, les maladies non guérissables, l'amour non partagé, l'amitié rejetée ou trahie, la médiocrité d'une vie moins vaste que nos projets et plus terne que nos songes, tous les malheurs causés par la divine nature des choses. Il faut l'avouer, je crois peu aux lois. Trop dures, on les enfreint, et avec raison. Trop compliquées, l'ingéniosité humaine trouve facilement à se glisser entre les mailles de cette nasse traînante et fragile. Le respect des lois antiques correspond à ce qu'a de plus profond la piété humaine. Il sert aussi d'oreiller à l'inertie des juges. Les plus vieilles participent de cette sauvagerie qu'elles s'évertuaient à corriger. Les plus vénérables sont encore le produit de la force. La plupart de nos lois pénales n'atteignent, heureusement peut-être, qu'une partie des coupables. Nos lois civiles ne seront jamais assez souples pour s'adapter à l'immense et fluide variété des faits. Elles changent moins vite que les mœurs. Dangereuses quand elles retardent sur celles-ci, elles le sont davantage quand elles se mêlent de les précéder. Et cependant, de cet amas d'innovations périlleuses ou de routines surannées émergent, çà et là, comme en médecine, quelques formules utiles. Les philosophes grecs nous ont enseigné à connaître un peu mieux la nature humaine. Nos meilleurs juristes travaillent depuis quelques générations dans la direction du sens commun. J'ai effectué moi-même quelques-unes de ces réformes partielles qui sont les seules durables. Toute loi trop souvent transgressée est mauvaise. C'est au législateur à l'abroger ou à la changer, de peur que le mépris où cette folle ordonnance est tombée ne s'étende à d'autres lois plus justes. Je me proposais pour but une prudente absence de lois superflues, un petit groupe fermement promulgué de décisions sages. Le moment semblait venu de réévaluer toutes les prescriptions anciennes dans l'intérêt de l'humanité. En Espagne, aux environs de Tarragone, un jour où je visitais seul une exploitation minière à demi abandonnée, un esclave dont la vie déjà longue s'était passée presque tout entière dans ces corridors souterrains se jeta sur moi avec un couteau. Point illogiquement, il se vengeait sur l'empereur de ses 43 ans de servitude. Je le désarmai facilement. Je le remis à mon médecin. Sa fureur tomba. Il se transforma en ce qu'il était vraiment, un être pas moins sensé que les autres et plus fidèle que beaucoup. Ce coupable que la loi sauvagement appliquée eût fait exécuter sur le champ devint pour moi un serviteur utile. La plupart des hommes ressemblent à cet esclave. Ils ne sont que trop soumis. Leurs longues périodes d'hébétude sont coupées de quelques révoltes aussi brutales qu'inutiles.
Je voulais voir si une liberté sagement entendue n'en eût pas tiré davantage, et je m'étonne que pareille expérience n'ait pas tenté plus de princes. Ce barbare condamné au travail des mines devint pour moi l'emblème de tous nos esclaves, de tous nos barbares. Il ne me semblait pas impossible de les traiter comme j'avais traité cet homme, de les rendre inoffensifs à force de bonté, pourvu qu'ils sussent d'abord que la main qui les désarmait était sûre. Tous les peuples ont péri jusqu'ici par manque de générosité. Sparte eût survécu plus longtemps si elle avait intéressé les Ilotes à sa survie. Atlas cesse un beau jour de soutenir le poids du ciel et sa révolte ébranle la terre. J'aurais voulu reculer le plus possible, éviter, s'il se peut, le moment où les barbares au dehors, les esclaves au dedans, se rueront sur un monde qu'on leur demande de respecter de loin ou de servir d'en bas, mais dont les bénéfices ne sont pas pour eux. Je tenais à ce que la plus déshéritée des créatures, l'esclave nettoyant les cloaques des villes, le barbare affamé rôdant aux frontières, eût intérêt à voir durer Rome. Je doute que toute la philosophie du monde parvienne à supprimer l'esclavage. On en changera tout au plus le nom. Je suis capable d'imaginer des formes de servitude pires que les nôtres, parce que plus insidieuses. Soit qu'on réussisse à transformer les hommes en machines stupides et satisfaites, qui se croient libres alors qu'elles sont asservies, soit qu'on développe chez eux, à l'exclusion des loisirs et des plaisirs humains, un goût du travail aussi forcené que la passion de la guerre chez les races barbares. À cette servitude de l'esprit, ou de l'imagination humaine, je préfère encore notre esclavage de fait. Quoi qu'il en soit, l'horrible état qui met l'homme à la merci d'un autre homme demande à être soigneusement réglé par la loi. J'ai veillé à ce que l'esclave ne fût plus cette marchandise anonyme qu'on vend sans tenir compte des liens de famille qu'il s'est créés, cet objet méprisable dont un juge n'enregistre le témoignage qu'après l'avoir soumis à la torture au lieu de l'accepter sous serment. J'ai défendu qu'on l'obligeât au métier déshonorant ou dangereux, qu'on le vendît aux tenanciers de maisons de prostitution ou aux écoles de gladiateurs. Que ceux qui se plaisent à ces professions les exercent seuls, elles n'en seront que mieux exercées. Dans les fermes, où les régisseurs abusent de sa force, j'ai remplacé le plus possible l'esclave par des colons libres. Nos recueils d'anecdotes sont pleins d'histoires de gourmets jetant leurs domestiques aux murènes. Mais les crimes scandaleux et facilement punissables sont peu de choses au prix de milliers de monstruosités banales, journellement perpétrées par des gens de bien au cœur sec que personne ne songe à inquiéter. On s'est récrié quand j'ai banni de Rome une patricienne riche et considérée qui maltraitait ses vieux esclaves. Le moindre ingrat qui néglige ses parents infirmes choque davantage la conscience publique, mais je vois peu de différence entre ces deux formes d'inhumanité. La condition des femmes est déterminée par d'étranges coutumes. Elles sont à la fois assujetties et protégées, faibles et puissantes, trop méprisées et trop respectées. Dans ce chaos d'usages contradictoires, le fait de société se superpose au fait de nature. Encore n'est-il pas facile de les distinguer l'un de l'autre. Cet état de choses si confus est partout plus stable qu'il ne paraît l'être. Dans l'ensemble, les femmes se veulent telles qu'elles sont. Elles résistent au changement ou l'utilisent à leur seule et même fin. La liberté des femmes d'aujourd'hui, plus grande ou du moins plus visible qu'aux temps anciens, n'est guère qu'un des aspects de la vie plus facile des époques prospères. Les principes, et même les préjugés d'autrefois, n'ont pas été sérieusement entamés. Sincères ou non, les éloges officiels et les inscriptions tombales continuent à prêter à nos matrones ces mêmes vertus d'industrie, de chasteté, d'austérité qu'on exigeait d'elles sous la République. Ces changements réels ou supposés n'ont d'ailleurs modifié en rien l'éternelle licence des mœurs du petit peuple, ni la perpétuelle pruderie bourgeoise, et le temps seul les prouvera durables. La faiblesse des femmes, comme celle des esclaves, tient à leurs conditions légales. Leur force prend sa revanche dans les petites choses où la puissance qu'elles exercent est presque illimitée. J'ai rarement vu d'intérieur de maison où les femmes ne régnaient pas. J'y ai souvent vu régner aussi l'intendant, le cuisinier ou l'affranchi. Dans l'ordre financier, elles restent légalement soumises à une forme quelconque de tutelle. En pratique, dans chaque échoppe de subur, c'est d'ordinaire la marchandise de volaille ou la fruitière qui se carre en maîtresse au comptoir. L'épouse d'Atianus gérait les biens de la famille avec un admirable génie d'homme d'affaires. Les lois devraient le moins possible différer des usages. J'ai accordé à la femme une liberté accrue d'administrer sa fortune, de tester ou d'hériter. J'ai insisté pour qu'aucune fille ne fût mariée sans son consentement. Ce viol légal est aussi répugnant qu'un autre. Le mariage est leur grande affaire. Il est bien juste qu'elle ne la conclue que de plein gré.
Une partie de nos maux provient de ce que trop d'hommes sont honteusement riches ou désespérément pauvres. Par bonheur, un équilibre tend de nos jours à s'établir entre ces deux extrêmes. Les fortunes colossales d'empereurs et d'affranchis sont choses du passé. Trimalchion et Néron sont morts. Mais tout est à faire dans l'ordre d'un intelligent réagencement économique du monde. En arrivant au pouvoir, j'ai renoncé aux contributions volontaires faites par les villes à l'empereur, qui ne sont qu'un vol déguisé. Je te conseille d'y renoncer à ton tour. L'annulation complète des dettes des particuliers à l'État était une mesure plus risquée, mais nécessaire pour faire table rase après 10 ans d'économie de guerre. Notre monnaie s'est dangereusement déprimée depuis un siècle. C'est pourtant au taux de nos pièces d'or que s'évalue l'éternité de Rome. À nous de leur rendre leur valeur et leur poids solidement mesurés en choses. Nos terres ne sont cultivées qu'au hasard. Seuls, des districts privilégiés, l'Égypte, l'Afrique, la Toscane et quelques autres, ont su se créer des communautés paysannes savamment exercées à la culture du blé ou de la vigne. Un de mes soucis était de soutenir cette classe, d'en tirer des instructeurs pour des populations villageoises plus primitives ou plus routinières, moins habiles. J'ai mis fin au scandale des terres laissées en jachère par de grands propriétaires peu soucieux du bien public. Tout champ non cultivé depuis 5 ans appartient désormais aux laboureurs qui se chargent d'en tirer parti. Il en va à peu près de même des exploitations minières. La plupart de nos riches font d'énormes dons à l'État, aux institutions publiques, aux princes. Beaucoup agissent ainsi par intérêt, quelques-uns par vertu, presque tous finalement y gagnent. Mais j'aurais voulu voir leur générosité prendre d'autres formes que celle de l'ostentation dans l'aumône, leur enseigner à augmenter sagement leurs biens dans l'intérêt de la communauté, comme ils ne l'ont fait jusqu'ici que pour enrichir leurs enfants. C'est dans cet esprit que j'ai pris moi-même en main la gestion du domaine impérial. Personne n'a le droit de traiter la terre comme l'avare son pot d'or. Elsa Le Poivre de la Comédie Française nous lisait un extrait de Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Et maintenant, la suite de l'analyse des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar que nous propose aujourd'hui Simon Bournet-Gianni, professeur au lycée Paul Cézanne à Aix-en-Provence. Testament du prince, l'extrait montre un homme attaché à des idéaux, à la paix et surtout aux questions sociales ou sociétales. Adrien se présente par son discours comme un philosophe roi. Il veut faire de l'Empire autre chose que le rêve fumeux d'un philosophe ou l'aspiration un peu vague d'un bon prince. Il réalise ainsi par ses actes l'idéal platonicien. Tant que les philosophes ne seront pas rois dans les cités, tant que la puissance politique et la philosophie ne se rencontreront pas dans le même sujet, il n'y aura de cesse aux maux des cités, ni à ceux du genre humain. Extrait de la République de Platon. Ainsi, le bonheur rendu possible par la personnalité ou la personne d'Adrien apparaît-il dans la devise « Humanitas, Felicitas, Libertas », reprise dans un autre ordre « Humanité, Liberté, Bonheur ». 3 notions indissociablement liées à traduire en actes selon la volonté d'Adrien, sans quoi elles ne valent rien. Adrien apparaît également comme le stabilisateur de la terre. Ainsi, dès les premières lignes du passage, on a la référence au mur réalisé à partir de 122 pour séparer les Romains des barbares, mais aussi pour marquer la fin d'une politique expansionniste. En s'attaquant aux questions de société, Adrien veut réaliser l'unité du peuple romain. Il y a volonté d'introduire les lumières grecques et la culture romaine, de civiliser les territoires de l'Empire au sens étymologique du terme. Adrien a la certitude que sa vision est juste. Si les barbares s'emparent jamais de l'Empire du monde, ils seront forcés d'adopter certaines de nos méthodes, dit-il. Ils finiront par nous ressembler. Adrien est en effet un réformateur et ses mesures ne sont pas toujours bien accueillies, comme par exemple celle limitant le droit de vie et de mort sur les esclaves, qui lui vaut l'hostilité du Sénat. De la même façon, l'empereur affirme que le bonheur d'un peuple passera par la suppression des inégalités, trop criantes, entre eux, honteusement riches, ce sont ses mots, et désespérément pauvres. Une meilleure répartition des fruits du travail permettant à chacun de vivre honnêtement. On retrouve dans les propos de l'empereur les revendications de justice sociale et de meilleur partage qui vont voir le jour dans l'après-guerre. Sortant moi-même des années de guerre, j'ai voulu présenter l'image d'un chef d'État intelligent, pacificateur et reconstructeur. Voilà donc Marguerite Yourcenar s'en expliquant.
Enfin, le passage sur la condition des femmes est marqué par une série d'oxymores. Assujetties et protégées, faibles et puissantes, trop méprisées et trop respectées. Et quand Adrien se montre fier d'avoir accordé à la femme une liberté accrue d'administrer sa fortune, de tester ou d'hériter, et d'insister pour qu'on ne marie pas une fille contre son gré, ce qu'il qualifie de viol légal, on sent poindre ainsi Marguerite sous Adrien. Voilà pour les parallèles à faire entre les deux époques. Dans ses mémoires, Adrien se fait tour à tour poète, historien ou encore moraliste. Ses passages en disent long sur l'art de la composition et sur l'écriture si particulière de Yourcenar. L'extrait qu'on vient d'entendre est d'ailleurs emblématique de ce fameux style taugé. Tout d'abord, poète. Dans Varius Multiplex Multiformis, Adrien évoquait son goût pour la poésie et la langue grecque. L'homme politique n'est jamais séparé du poète. Les tableaux s'enchaînent, le rose doré des toits romains au couchant, le vert des forêts germaniques et des landes bretonnes, les routes ensoleillées, accouchant d'images presque surréalistes comme celle de l'acropole comparée à une fleur attachée à sa colline, tel un calice à sa tige, qui se mue en métaphore avec cette plante incomparable et la graine qui féconde le monde par sa semence. Poète d'abord, mais aussi historien de lui-même. Adrien est à la fois celui qui raconte et celui qui commente. Yourcenar explique qu'Adrien, au seuil de sa vie, considère son parcours rétrospectivement en créant un dédoublement entre Adrien narrant et Adrien narré. La recherche de l'objectivité historique se retrouve dans le glissement du je, plus subjectif, au il, plus impartial, ou encore au on, fréquent dans notre passage. On pourrait faire la comparaison avec la troisième personne à laquelle Jules César a rédigé ses commentaires pour les faire paraître plus objectifs et véridiques. Poète tout d'abord, historien ensuite, et enfin moraliste. Comme l'avare, son pot d'or, souvenez-vous de ces mots. Notre extrait s'ouvrait sur la référence à la tragédie et s'achève sur la comédie, comme l'avare de Molière, dont la devise était « Elle châtie des mœurs en se moquant ». Adrien met en scène les défauts des hommes et s'exprime par sentence. Dans Les Carnets, l'auteur raconte qu'elle a écrit Mémoire d'Adrien, un pied dans l'érudition, un autre dans la magie sympathique. Ainsi, Adrien ne se présente pas nu. Il paraît avec sa toge, il modèle sa statue. Sans doute Marguerite Yourcenar a-t-elle quelque peu polissé les traits de cet empereur qui n'était pas exempt de fureur et de contradictions. Sa lutte contre sa propre mort et contre la disparition de la civilisation atteint au tragique de l'existence humaine et a de quoi finalement nous toucher encore. La fin de notre chapitre a des accents prophétiques. Dans le monde troublé qui est le nôtre, Adrien nous enseigne comment la culture pourrait nous donner la vie éternelle. Un grand merci encore à Simon Bournet-Gianni, professeur au lycée Paul Cézanne à Aix-en-Provence, pour son analyse fine et précieuse de ce texte. Tout de suite, un papier, un stylo, c'est l'heure de la grande dictée de Rachid Santaki, que vous pouvez suivre si vous le souhaitez en vidéo sur le Facebook de France Culture.
C'est l'Happy Hour de Stéphane Touchard et de Stéphane Binet, un batteur et un pianiste et des invités. Ensemble, ils reprennent des grands standards de jazz dans une ambiance piano-bar. L'album Happy Hours sort le 22 janvier. France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Les institutions, la notoriété, le prestige, tout est bafoué et tout. Le roi s'endort, on dessoude le dauphin. Jolie manière. Mais attention, hein. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Michel Audiard, qu'est-ce qu'une métaphore? Savez-vous déjà l'orthographier? Bonjour Rachid Santaki. Bonjour Olivia. Et vous êtes de retour dans les studios de France Culture et on est bien heureux de vous revoir. Aujourd'hui, il y a un dessinateur hors pair, une plume de bande dessinée qui signe en cette rentrée son premier roman Mike chez Gallimard et une bande dessinée, le smartphone en français dans le texte d'ailleurs, le smartphone et le balayeur, c'est aux Arènes, Grand Prix de la ville d'Angoulême au Festival de la BD où se prépare d'ailleurs sa nouvelle exposition. Emmanuel Guibert, bonjour. Bonjour Olivia, bonjour Rachid. Bonjour Emmanuel. Merci à vous d'être avec nous. La dictée, ça fait combien d'années que vous n'en avez pas fait? Oh bah ça alors, ouais, il y a bien longtemps, en effet. Mais quand on écrit des livres, moi on a un bon correcteur c'est d'orthographe, on imagine déjà. d'une part, et puis on a des gens qui se penchent sur la question. Moi j'ai une préparatrice de manuscrit qui est venue me rendre visite l'autre jour. On a passé 6 heures, elle et moi, sur le manuscrit qui est paru chez Gallimard là. Donc autant dire que des fautes j'en avais fait quelques-unes, mais c'est un métier formidable, correcteur, préparateur de manuscrits, c'est des gens qui ont un savoir que j'admire et j'aime bien les conversations qu'on peut avoir avec eux sur la petite bête en entrant dans le détail comme ça des phrases. Vous êtes dessinateur, je le disais, et scénariste de bande dessinée, l'auteur du Photographe et d'Ariol. Ariol qui a soufflé quelques bougies récemment, une vingtaine déjà. Ariol, c'est ce petit âne, personnage pour enfants, avec ses bulles et ses camarades. Des albums jeunesse qui font mourir de rire les enfants et qui les accompagnent depuis un bon moment. Emmanuel Guibert est notre invité aujourd'hui pour cette dictée, la dictée de Rachid Santaki. Je vais vous donner le principe de cette dictée, de cet exercice, Emmanuel, ainsi que pour les auditeurs de France Culture qui ne vous auraient pas encore suivi jusqu'ici, Rachid. Il va y avoir une première lecture pour se mettre tous le texte dans l'oreille, une seconde pour noter, et puis une troisième, un peu plus rapide, ensemble pour corriger. Vous nous direz, Emmanuel Guibert, les mots qui vous ont posé question ou difficulté. Voilà pour le rappel des règles. Maître Santaki, quel texte avez-vous choisi pour aujourd'hui? J'ai choisi Les Dons des Fées, extrait du Spleen de Paris de Charles Baudelaire. Baudelaire. C'est parti, Rachid Santaki. Très bonne dictée à toutes et à tous. Première lecture donc du texte Les Dons des Fées. La fée pouvait être embarrassée, point virgule, car il ne restait plus rien, point. Cependant, elle se souvint à temps d'une loi bien connue, virgule, quoique rarement appliquée, virgule, dans le monde surnaturel, virgule. Fin de la dictée pour les écoliers. Habitée par cette déité impalpable, virgule, amie de l'homme, virgule, et souvent contrainte de s'adapter à ses passions, virgule, telles que les fées, virgule, les gnomes, virgule, les salamandres, virgule, les sylphides, virgule, les sylphes, virgule, les nix, virgule, les ondins et les ondines, virgule. Je veux parler de la loi qui concède aux fées, virgule, dans un cas semblable à celui-ci, virgule, c'est-à-dire le cas d'épuisement des lots, virgule, la faculté d'en donner encore un, virgule, supplémentaire et exceptionnelle, virgule, pourvu toutefois qu'elle ait l'imagination suffisante pour le créer immédiatement. Point. Donc la bonne fée répondit, virgule, avec un aplomb digne de son rang, point final. Voici pour cette première lecture et je vais donc commencer la seconde lecture. Comment ça va déjà? Vous tremblez, Emmanuel ou Non, j'ai connu un Baudelaire moins fumeux, mais on va prendre celui qu'on nous propose. Il est féerique celui-ci. Laissez-vous porter. La fée pouvait être embarrassée, point virgule. La fée pouvait être embarrassée,
point virgule. Car il ne restait plus rien, point. Je répète, la fée pouvait être embarrassée, point virgule, car il ne restait plus rien, point. Cependant, elle se souvint, à temps d'une loi, bien connue, virgule. Cependant, elle se souvint à temps d'une loi bien connue, virgule, quoique rarement appliquée, virgule. Je répète, cependant, elle se souvint à temps d'une loi bien connue, virgule, quoique rarement appliquée, virgule, dans le monde surnaturel, virgule. Dans le monde surnaturel, virgule. Fin de la dictée pour les écoliers. Je répète, quoique rarement appliqué, virgule, dans le monde surnaturel, virgule. Habité par ces déités, impalpables, virgule. Habité par ces déités impalpables, virgule. Ami de l'homme, virgule. Ami de l'homme, virgule. Et souvent contrainte, je répète, habité par ces déités impalpables, virgule, ami de l'homme, virgule, et souvent contrainte de s'adapter à ses passions, virgule, et souvent contrainte de s'adapter à ses passions, virgule, telles que les fées, virgule, je répète, est souvent contrainte de s'adapter à ses passions, virgule, telles que les fées, virgule, les gnomes, virgule, tels que les fées, virgule, les gnomes, virgule, les salamandres, virgule, les gnomes, virgule, les salamandres, virgule, les sylphides, virgule, je répète, les gnomes, virgule, les salamandres, virgule, les sylphides, virgule, les sylphes, virgule, les sylphides, virgule, les sylphes, virgule, les nix, virgule, les sylphes, virgule, les nix, virgule, les ondins et les ondines, virgule. Je répète, les sylphes, virgule, les nix, virgule, les ondins et les ondines, virgule, tiret, donc le tiret, le caractère. Je veux parler de la loi qui concède, je veux parler de la loi qui concède aux fées, virgule, je veux parler de la loi qui concède aux fées, virgule, dans un cas semblable à celui-ci, virgule. Je veux parler de la loi qui concède aux fées, virgule, dans un cas semblable à celui-ci, virgule, c'est-à-dire le cas d'épuisement des lots, virgule, c'est-à-dire le cas d'épuisement des lots, virgule, la faculté d'en donner encore un, virgule, la faculté d'en donner encore un, virgule, je répète, c'est-à-dire le cas d'épuisement des lots, virgule, la faculté d'en donner encore un, virgule, supplémentaire et exceptionnel, virgule, la faculté d'en donner encore un, virgule, supplémentaire et exceptionnel, virgule, pourvu toutefois
qu'elle ait l'imagination, pourvu toutefois qu'elle ait l'imagination suffisante, pour le créer immédiatement. Point. Pour le créer immédiatement. Point. Donc je répète pour notre invité, pour les auditrices et auditeurs, pourvu toutefois qu'elle ait l'imagination suffisante pour le créer immédiatement. Point. Donc la bonne fée répondit, virgule. Donc la bonne fée répondit, virgule, avec un aplomb digne de son rang. Point final. Donc la bonne fée répondit, virgule, avec un aplomb digne de son rang. Point final. Je vais donc effectuer peut-être une troisième lecture rapide, Olivia. S'il vous plaît. Très bien. La fée pouvait être embarrassée, point virgule, car il ne restait plus rien, point. Cependant, elle se souvint à temps d'une loi bien connue, virgule, quoique rarement appliquée, virgule, dans le monde surnaturel, virgule, fin de la dictée pour les écoliers. Habitée par ces déités impalpables, virgule, amies de l'homme, virgule, et souvent contrainte de s'adapter à ses passions, virgule, telles que les fées, virgule, les gnomes, virgule, les salamandres, virgule, les sylphides, virgule, les sylphes, virgule, les nix, virgule, les ondins et les ondines, virgule, tiret. Je veux parler de la loi qui concède aux fées, virgule, dans un cas semblable à celui-ci, virgule, c'est-à-dire le cas d'épuisement des lots, virgule, la faculté d'en donner encore un, virgule, supplémentaire et exceptionnel, virgule, pourvu toutefois qu'elle ait l'imagination suffisante pour le créer immédiatement, point. Donc, la bonne fée répondit, virgule, avec un aplomb digne de son rang, point final. Voilà pour cette dictée. Voilà, les dons des fées extraits du Spleen de Paris, c'est un recueil de Charles Baudelaire, plus connu sous le titre des petits poèmes en prose. Vous auriez pu avoir de la poésie, chers auditeurs, vous avez de la prose, on peut s'estimer heureux. Merci Rachid de ne pas avoir augmenté le niveau de difficulté. Il nous plonge à travers ces textes, et c'est ici la 20e pièce du recueil, Charles Baudelaire dans un monde féerique, un monde du conte, avec ici cette assemblée de fées penchées sur les nouveau-nés pour tenter de répartir leurs cadeaux. Niveau de difficulté pour vous, Emmanuel Guibert, de cette dictée. Peut-être Alors, un lapsus ou pas. La véritable difficulté a consisté pour moi à me repérer dans le sens de ce que racontait Rachid, parce que je veux dire que je suis très largement largué. On s'attend à la fin peut-être, mais la dictée s'est interrompue trop tôt, il aurait fallu qu'on continue, moi j'étais prêt là, à savoir ce que la bonne fée s'apprêtait à répondre. Ce serait peut-être une des rares phrases intelligibles de l'ensemble. J'ai compris quand même la première, la fée pouvait être embarrassée, je suis aussi assez largement, car il ne restait plus rien. Après, je dois dire que j'ai été assez perdu dans le sens. Par contre, l'orthographe, on va voir, mais je devrais être à peu près, ça devrait à peu près aller. Enfin bon, je veux jurer de rien. Ça devrait à peu près aller. Pourtant, c'est pas évident quand un texte ne fait pas sens, quand il est peut-être décontextualisé à votre oreille, Emmanuel Guibert, d'écrire bien et de réaliser un parcours sans faute. On va voir. Est-ce que vous êtes un habitué? Est-ce que vous fréquentez souvent les contes et du coup les fées? Oui, je suis un lecteur d'Andersen, beaucoup. Là, en ce qui concerne Baudelaire, je pense que j'aime quand même mieux Sois sage homme à douleur et tiens-toi plus tranquille, ou Les Phares, quoi. Voilà. Les sylphides, par exemple, vous les écrivez comment? Vous éplez ce mot comment? Moi, je dirais SYLPHIDES. Et donc, vous n'avez pas de dictionnaire, quand même. J'ai oublié de vous demander à côté de vous. Vous n'avez pas d'ordinateur allumé, Non, il fallait. Non. J'ai pas d'ordinateur allumé. Très bien. Vous n'avez pas triché. Vous ne tricherez pas jusqu'au bout. Je lève la main droite et je dis je le jure. Ça, c'est parfait. Alors, on y va. On reprend ce texte du début ensemble avec les auditeurs de France Culture, tranquillement pour essayer d'identifier les moments qui ont pu poser question. Scabreux. La fée pouvait être embarrassée. Pouvait être, Rachid Santaki a bien fait la liaison, donc pouvait, P-O-U-V-A-I-T, plus loin le verbe être, embarrassé. C'est une fée qui est embarrassée en accorde avec l'auxiliaire être, donc et eux à la fin, et deux R et deux S à embarrasser. Car il ne restait plus rien, pas de difficulté j'imagine ici. Cependant, elle se souvint à temps d'une loi bien connue,
Alors là, on est avec le verbe souvenir, Emmanuel Guibert, au passé simple. Vous l'avez écrit comment? SOUVINT. Attend d'une loi bien connue. Vous n'avez pas oublié le E à connu que vous avez accordé à J'ai loi. pas oublié le E, même si Rachid n'a pas fait comme Topaz dans la pièce de Pagnol, c'est-à-dire il n'a pas dit une loi bien connue, Les ce autres- qui nous aurait aidé. Quoique rarement appliqué, quoique en un mot, pas en deux, appliqué et eux toujours, on continue d'accorder dans le monde surnaturel en un mot, pas de trait d'union au milieu. Emmanuel Guibert, c'est toujours bon pour vous? C'est toujours bon. Juste peut-être quand même souligner donc ces accords des participes, appliqués et eux, qui se rapportent à la loi bien connue, habité, lui, sans eux, puisque ça se rapporte au monde surnaturel. Habité par ces déités impalpables. Alors déité, comment l'avez-vous écrit? DE accent aigu, IT, E accent aigu, S. Très bien. Ouais, pas mauvais, Emmanuel Non. Guibert pour l'instant. Impalpable qu'on accordera avec déité. Déité, c'est comme des divinités, ici au pluriel, et c'est un nom féminin, d'où le féminin qui suit à ami. C'est déité impalpable, ami, ES de l'homme, mais c'est un mot qui se termine en T sans E à la fin, pour déité, pardon. Je reviens à cette règle qu'on a souvent explicitée ici, dans cette dictée géante de Rachid Santaki. C'est déité et S, impalpable, ami, IES de l'homme, est souvent contrainte de s'adapter. Contrainte, là encore, on n'oublie pas le S, on n'oublie pas d'accorder, ES. De s'adapter, ER, c'est un infinitif, à ses passions. Alors là, vous avez choisi un possessif, ses Moi j'ai passions. opté pour le possessif, ouais. Donc SES, tout juste. SES. Ouais. Tel que les faits, tel que, comment l'avez-vous écrit? TE2LES. Très bien, que les fées, les gnomes, les salamandres, les sylphides, les sylphes, les nix, les ondins et les ondines. Je vous laisse la parole, Rachid Santaki, pour tous ces beaux personnages. Très bien. Emmanuel, comment avez-vous orthographié les gnomes? GNOMES. Très bien. Les salamandres, pas de difficulté à l'écriture. Que des A. Les sylphides, les sylphes. Continuez, je vous laisse poursuivre, Rachid Santaki. Emmanuel, pour l'orthographe des sylphides. Alors ça, on a vu déjà. Y. Ah oui, tout à l'heure, Ouais. bien sûr. Et les Désolé. sylphes? Et les sylphes. Je l'ai écrit pareil, SYLPHES. Très bien. Les nix. J'ai écrit ça au pifomètre NIXES. Très bien. Parfait. Donc, les nix, nom féminin, nymphes des eaux dans les mythologies germaniques. Ensuite, les ondins, les ondines. ONDINS pour les ondins et ONDINES pour les ondines. Je veux parler de la loi qui concède aux faits. Je veux, VEUX, parler, ER, de la loi qui concède aux faits. Alors là, elles sont au pluriel, AUX, fait, FEES, dans un cas semblable à celui-ci. Alors le cas semblable, tout ça, c'est plutôt simple, au singulier. À celui-ci, on n'oublie pas le trait d'union, c'est-à-dire le cas d'épuisement des lots, LOTS, la faculté d'en donner encore un, supplémentaire, un P ou deux P, 2 évidemment. exceptionnel, un L ou deux L, 2 N, 1 L. pourvu toutefois qu'elle ait l'imagination suffisante pour le créer immédiatement. Alors peut-être le est de avoir à ce temps-là conjugué, vous l'avez écrit comment? AIT. Parfait. Donc là, on est sur un subjonctif, parce que c'est le mode du possible, pourvu qu'elle est. Donc on est dans l'ordre la mesure du potentiel. L'imagination suffisante pour le créer immédiatement. Aplomb peut-être qui arrive. Donc la bonne fée répondit avec un aplomb digne de son rang. APLOMB. Exactement. Je suis très embêtée parce que j'ai l'impression qu'on a là quand même notre première dictée sans faute. Zéro Rachid faute. Je Santaki. pensais à ça. Bravo. Ouais. Oui, je crois que c'est bien ça. Bravo. C'est génial. Ouais, c'est bien. Alors, c'est pas par masochisme, mais je vais quand même peut-être signaler une chose. J'ai peut-être fait une faute. Ah, C'est que j'ai écrit c'est-à-dire avec des tirets. Et je sais jamais ça. moi aussi. Non, c'était tout juste. C'est bien ça. C apostrophe EST, trait d'union, A, trait d'union, dire DIRE. Voilà.
Mince, raté. Non, j'ai eu un doute sur les traits d'union tout d'un coup, mais voilà, c'est raté. Bon, mais j'espère que ça a été aussi pour ceux qui nous écoutent de l'autre côté du poste. C'était effectivement une dictée. J'arriverai pas en ce moment. Aujourd'hui, entre dictée et difficulté, j'ai décidé de fusionner ces deux mots. Oui, on va peut-être changer le titre de cette émission. C'était une dictée qui ne présentait pas tant de difficultés pour cette fois. Emmanuel Guibert, vous avez quand même beaucoup de choses à nous raconter, et notamment cette aventure cette rencontre, cette amitié naissante entre un smartphone émancipé qui s'est échappé de la poche de son propriétaire, un balayeur va le trouver dans la rue, et finir par le ramasser un peu à son corps défendant, celui du smartphone. Et ce dialogue va s'ouvrir entre eux, d'où elle est venue quand même pour vous cette idée de faire parler un téléphone intelligent avec un balayeur qui ne l'est pas moins. Je me suis dit que si on faisait causer un smartphone, il aurait beaucoup de choses à dire sur nous, en fait. Donc, je lui ai laissé la liberté de le faire, de dire ce qu'il a dans le sac. Et je me suis dit qui lui mettre en face. Et en fait, c'est les circonstances qui ont fait venir ce balayeur. Je me suis dit, ce smartphone, il en a marre du sort qui lui est fait. Donc, il ne tombe pas d'une poche, il saute volontairement d'une poche. Il se retrouve sur le trottoir. Et là, qu'il ramasse, c'est le balayeur en question. Et parfois, on a des intuitions comme ça. On écrit un peu pour voir si elles sont fertiles. Et on se rend compte qu'en fait, un outil technologique sursaturé d'informations, et un monsieur qui quotidiennement doit scoltiner la matière, c'est-à-dire la poussière des rues. En fait, ils ont pas mal de choses à se dire. Et c'est comme ça que petit à petit, ce livre s'est rempli. On vous verra prochainement à Angoulême. Pourquoi? Expliquez-nous. Vous avez gagné l'an passé le Grand Prix de la ville d'Angoulême. Vous en êtes le lauréat pour l'ensemble de votre œuvre aussi, Emmanuel Guibert. Donc, vous vous devez de penser, de mettre en scène, de scénographier une exposition au prochain festival. Ce sera cette année, on l'espère, en vrai, en physique, ou tout va être virtuel? Vous préparez les choses comme si tout allait pouvoir arriver? Bien sûr, on fait tous nos métiers sans désemparer, en espérant bien sûr qu'on puisse les faire rapidement dans des conditions plus normales, mais pas question de baisser la garde. Donc cette exposition, je suis en train de la préparer, entourée par une équipe efficace et nombreuse, et on met les choses sur pied. Elle sera donc prête le 29 janvier, date à laquelle quelques journalistes qui voudront bien emprunter un TGV pour aller à Angoulême la visiter m'y retrouveront, et à ce moment-là, je leur ferai les honneurs du propriétaire. Et puis, elle devrait ouvrir le lendemain, c'est plus que douteux, enfin, on peut essayer d'y croire jusqu'au bout. Et si ça n'est pas le cas, elle est de toute façon présente dans les murs du musée d'Angoulême pendant 5 mois. Jusqu'à la fin du mois de juin. Et dès que donc les musées ouvriront, on pourra y aller. Et il y a en fait, on est 20 dans cette exposition, il y a 19 invités. Et ce que j'ai prévu aussi avec Émilie Salaberry, qui dirige le musée d'Angoulême, c'est, si tout va bien, d'organiser régulièrement des rencontres autour de mes invités. Et on essaiera de faire venir à Angoulême des gens passionnants, comme l'historien de l'art Pierre Vatte, comme le cinéaste Alain Cavalier. J'essaierai comme ça régulièrement d'avoir des invités pour parler de leur travail. Et ça fera l'objet d'après-midi, de soirées, si nous est loisible, permis de rêver à cela. Emmanuel Guibert, pareil, je le disais au même moment ce mois-ci, votre premier récit intitulé Mike, le nom de l'ami américain qui vous a quitté, qui nous a quittés, mais qui, avant cela, avant de mourir, vous a fait appeler, et avec qui vous avez partagé d'ultimes complicités et des mots que vous racontez dans ce récit. Et vous ouvrez ce récit témoignage qui paraît dans une collection particulière, la collection Signe chez Gallimard, qui souvent demande à des personnes qui ont peu l'habitude de prendre la plume sur la longueur. Ça a été le cas par exemple d'un de vos camarades, Fab Caro, de signer chez eux leur premier récit, c'est-à-dire de changer les formats avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Je le disais, vous êtes scénariste de bande dessinée, mais vous aviez
peu écrit encore ou pas un texte comme celui-ci, un récit. Vous racontez en ouverture avoir dessiné chaque jour, en surabondance, pendant une 50aine d'années, que vous pensiez ne jamais cesser de le faire, à moins d'y être contraint par un handicap. Et pourtant, j'ai arrêté, dites-vous, rien ne m'y obligeait. Ce n'était pas volontaire, c'est venu graduellement. Des jours, des semaines, des mois ont passé sans un seul dessin. Et j'ai laissé courir cette diète. Elle coïncide avec la rédaction de ce livre. Vous en êtes sorti de cette diète-là ? Est-ce que écrire vous a donné envie de recommencer à dessiner ? Ah oui, oui, bien sûr, ça a retendu l'élastique beaucoup, et le dessin est souvent affaire de frustration d'ailleurs, de frustration qu'on arrive plus ou moins à surmonter. Et j'ai découvert, un jeûne que je n'avais jamais pratiqué auparavant, comme vous venez de le dire, et je me suis remis à dessiner abondamment depuis la fin de la rédaction de ce livre. Mais je pense que je raconte dans ce livre l'adieu au dessin d'un ami qui a pratiqué le dessin lui aussi toute sa vie. Et il est possible, j'y ai pensé qu'après coup, mais il est possible que pour arriver à écrire ça, il ait fallu que moi-même j'arrête d'écrire, de dessiner plus exactement, pour me donner une idée de ce que c'était que de rompre avec quelque chose qui est plus qu'une habitude, qui est vraiment vous-même. Voilà, il était architecte et vous avez en commun cette passion du dessin, des formes, des paysages aussi, cette passion et cette pratique de l'observation. Ça s'appelle Mike, ça paraît donc chez Gallimard. Cette bande dessinée s'appelle Le smartphone et le balayeur, c'est aux Arènes, dans l'édition BD des Arènes. On vous remercie mille fois, Emmanuel Guibert, d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez pris plaisir un peu quand même à renouer avec cet exercice de la dictée avec nous aujourd'hui ? C'était très amusant. J'ai le soulagement et le contentement des élèves qui n'ont pas fait de faute, donc ça me fait plaisir. Je dédie cette dictée, d'ailleurs, je ne sais pas si elle écoute, à mon professeur de français de 6e, Valentine Mirmont, avec laquelle je suis toujours en relation, à qui j'ai d'ailleurs dédié un de mes livres. Généralement, tous les livres de la collection Ariol sont dédiés à mes enseignants. Donc voilà, cette dictée, elle était pour Valentine. Voilà, vous avez été un écolier, visiblement un collégien et peut-être un lycéen aussi heureux. C'est à travers des professeurs, souvent, et les invités nous le racontent, qu'est venu le goût des mots. Parfois, certains étaient fâchés avant avec l'écriture, l'orthographe, voire la langue française, et ont pu, à la faveur d'un professeur qui a su les comprendre et leur donner le goût de cette langue, renouer avec le plaisir de l'écriture, voire de la lecture. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Guibert. Vous photographiez votre dictée, vous nous l'envoyez, on vous en prie. Les auditeurs de France Culture ont pu se mesurer à vous et j'espère qu'ils auront aussi bien réussi que vous. Mais nous n'oublions pas, Rachid, que tout ceci n'est qu'un jeu. Exactement. Au final. Merci à vous, Rachid Santaki. Merci, Olivia, c'est un plaisir de vous Emmanuel. retrouver en studio. Merci. À la semaine prochaine. Tout de suite, on retrouve Étienne Klein pour son anagramme de fin. Et bonjour Étienne, avec quel mot allez-vous jouer aujourd'hui ? L'anagramme de ce samedi nous éclaire-t-elle un peu peut-être sur la période actuelle ? Bonjour Olivia. Aujourd'hui, compte tenu des circonstances, je pourrais vous expliquer que le vaccin obligatoire semble bel et bien relever de son anagramme, qui est la cabriole cognitive, que toute leçon de logistique relève quant à elle du colloque indigeste, et que d'ailleurs il ne faut pas confondre stratégie politique et parti logistique, qui sont pourtant deux expressions anagrammes l'une de l'autre. Non, aujourd'hui j'ai plutôt choisi de vous parler de Jean-Pierre Pernaut. Le 18 décembre 2020, Jean-Pierre Pernaut a présenté son dernier journal télévisé sur TF1 après 33 ans de bons et loyaux services. Je ne souhaite pas revenir sur les commentaires innombrables que ce départ a suscité, simplement faire remarquer ceci. Si l'on en croit les seuls noms et prénoms de ce journaliste, rien ne le prédisposait à présenter le journal télévisé à 13h pétantes chaque jour de la semaine devant 8 millions de téléspectateurs. En effet, l'anagramme de Jean-Pierre Pernaut, découverte par Jacques Périssalkov, est, tenez-vous bien, en rien préparé au JT. Comme quoi, il faut se méfier des coïncidences, elles ne sont pas toujours signifiantes. Merci beaucoup Étienne Klein, votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr. Toutes les informations sont à retrouver sur la page de l'émission sur franceculture.fr. En français dans le texte, une émission préparée par Sandrine Chaperon et Jeanne Delecroix, avec l'aide de Zora Vignier. À la réalisation, Midia Portis-Guérin, avec Élise Le à la technique et Nasser Moussaoui à la vidéo. Très belle fin de journée sur France Culture.